Bonjour et bienvenue à cette capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons des monstres marins de la région de Montréal. Avec ses centaines de cas de hantise répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. La mission de Montréal Hanté, vous vous en doutez, est de vous les faire connaître. Nous vous offrons ces capsules éthériques chaque 2 samedis, en anglais et en français, des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Datant des jours précédant l'arrivée des Européens, lorsque l'île de Montréal actuelle était connue sous le nom de Tiotake, une légende sur d'étranges monstres nageant dans les rivières a circulé parmi les nombreuses Premières Nations. Les dangereuses créatures aquatiques nageaient non seulement dans le fleuve, mais aussi dans ses affluents et autres plans d'eau. Lorsque les Français ont colonisé l'île au XVIIe siècle, ils ont eux aussi rencontré ces mystérieuses créatures. Le missionnaire jésuite Louis-Nicolas nous a laissé la représentation d'une sirène bizarre, combinant une queue de poisson avec un torse humain. Le visage semblait plutôt féminin avec de longs cheveux, mais sous le menton se trouvaient des nageoires ou peut-être une barbe. L'inscription ? Monstre marin, tué par les Français sur la rivière Richelieu en Nouvelle-France. Malgré les tentatives françaises d'éradiquer cette créature, les rumeurs abondent selon lesquelles les mystérieux monstres marins nagent encore aujourd'hui dans les eaux fluviales entourant l'île de Montréal. La vallée du Saint-Laurent était submergée sous une grande mer intérieure jusqu'à il y a environ 10 000 ans, lorsque la fonte des glaciers a provoqué l'écoulement des eaux dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, les scientifiques appellent cette ancienne masse d'eau la mer de Champlain. Au fur et à mesure que les eaux s'écoulaient, la zone résultante était considérée comme idéale pour l'habitation et le transport. Un grand réseau fluvial avec de nombreux affluents et les archipels. Les sols étaient fertiles et il ne fallut pas longtemps pour que les ancêtres des Premières Nations actuelles commencent à établir des lignes de piégeage, des villages, des routes commerciales, des terres agricoles et la grande ville otyrakienne sur l'actuelle île de Montréal dont nous avons déjà parlé. Le commerce se faisant en canot sur les rivières, il n'est peut-être pas surprenant que les légendes et les histoires des Mohawks comportent souvent de l'eau. En effet, l'histoire de la création Mohawk implique la formation de terre sur le dos d'une tortue géante dans des eaux sans fin. Lorsque la femme du ciel tombe par un trou dans le monde céleste, elle crée des hommes sur le dos de la tortue avec l'aide de divers animaux et créatures. Aujourd'hui, la terre de l'Amérique du Nord est parfois appelée l'île de la Tortue. En ce qui concerne les créatures fluviales, elles ont été décrites par les Premières Nations comme un groupe de monstrueux serpents extrêmement territoriaux qui attaquaient tout ce qui se rapprochait de leur domaine aquatique. Beaucoup de gens vivaient dans la crainte de ces créatures et même les plus puissants guerriers évitaient de parcourir seuls le fleuve. Les créatures étaient connues pour attaquer sans provocation et défiaient tous ceux qui osaient entrer sur le territoire en canot. Ces monstres fluvieux étaient connus sous le nom de Wakandagi. Selon la légende, ces bêtes aquatiques étaient extrêmement longues, en forme de serpent, et elles étaient couvertes d'écailles. Elles possédaient une queue extrêmement épaisse, 4 pattes de cerf avec des sabots, un visage qui semblait être un mélange de cerf et de serpent, et de grands bois sur la tête. Même si ces bêtes avaient des pattes, elles restaient toujours dans l'eau et choisissaient de vivre exclusivement dans les grottes le long de la rivière ou du fleuve. Bien qu'ils soient extrêmement territoriaux, agressifs et qu'ils occupent presque chaque kilomètre du fleuve, les Wakandagi étaient rarement vus. On ne pouvait les voir que pendant les heures où le fleuve et ses sorties étaient couvertes d'un brouillard ou de brume.
Ce n'est pas parce que le brouillard et la brume finissaient par s'estomper au cours de la journée que les Wakanagi s'endormaient. Ces monstres fluvieux continuaient à retourner tous les canaux qu'ils rencontraient sur leurs eaux et tendaient de noyer, de consommer tous les occupants. Tout cela en restant complètement invisible. Le conteur conclut: il était largement admis que même si ces créatures détestaient tous ceux qui s'aventuraient dans leurs eaux, elles détestaient surtout ceux qui s'y aventuraient seuls. On disait que les Wakandaki défiaient ces guerriers solitaires en leur lançant des globes d'eau plutôt que de les noyer. Si un guerrier apercevait un de ces globes volant vers eux et qu'il atterrissait à l'intérieur du canot, il était censé le ramasser et le renvoyer à la bête. S'il ne le faisait pas ou le faisait trop tard, le globe explosait et tuait le guerrier, jetant finalement son corps dans l'eau pour être consommé par le monstre qui se trouvait au-dessous. Si le guerrier était capable de renvoyer le globe à la créature à temps, il finissait par exploser et blesser le Wakandaki, prouvant ainsi que le guerrier était suffisamment digne pour traverser le fleuve en toute sécurité et sans autre incident de la part des autres créatures. Le missionnaire jésuite Louis-Nicolas a parcouru le territoire de 1664 à 1674 et a regroupé dans un album intitulé Codex Canadensis des dessins destinés à illustrer un manuscrit intitulé Histoire naturelle des Indes occidentales, mais il n'a jamais été publié comme l'espérait le missionnaire. Une étrange créature combinant une queue de poisson et un torse humain apparaît à la page 59 du codex. Comme je l'avais mentionné, le visage est plutôt féminin avec de longs cheveux, mais sous le menton se trouvent des appendices qui sont peut-être des nageoires ou peut-être une barbe. Le torse et les bras sont écailleux, les mains apparaissent plus comme des queues de poisson et sont plus petites. Le torse est séparé de la grande queue de poisson par une large bande ou crête. L'histoire naturelle des Indes occidentales ne fournit pas d'autres informations sur cette créature fluviale. On ne sait pas quand exactement le monstre aurait été tué et ce qu'il était exactement demeure un mystère. Il est possible que Nicolas ait travaillé à partir d'une description orale, car rien n'indique qu'il a été présent lors de l'accident. Il est à noter que de mystérieuses créatures aquatiques apparaissent dans le folklore du monde entier. Dans un cas récent au Japon, une vieille légende a refait surface concernant une sirène connue sous le nom d'Amabi. Documentée pour la première fois en 1846, Amabi est un yokai de bon augure, une classe d'esprit surnaturel dans le folklore japonais qui peut prédire l'avenir et offrir une certaine protection. Selon la BBC, un fonctionnaire enquêtait sur une mystérieuse lumière verte dans l'eau de l'ancienne province de Higo, actuellement la préfecture Kumamoto. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit de la lumière, une créature d'un vert brillant avec des écailles de poisson, de longs cheveux, 3 pattes en forme de nageoire et un bec a émergé de la mer. Amabi s'est présenté à l'homme et a prédit 2 choses. Une riche récolte allait bénir le Japon pendant les 6 prochaines années et une épidémie allait ravager le pays. Cependant, la mystérieuse créature a donné l'instruction pour conjurer la maladie. Les gens devaient dessiner une image d'elle et la partager avec le plus grand nombre. Avec la pandémie de COVID-19, l'histoire de la créature marine a refait surface et de nombreuses personnes l'ont dessinée et ont diffusé son image dans l'espoir de se protéger du coronavirus. Plus près de l'île de Montréal, 2 créatures marines légendaires captent encore l'imagination. Comme les rivières, lacs et bassins sont souvent reliés entre eux, les créatures mystérieuses peuvent vivre et se promener dans un large éventail d'environnements marins. C'est le cas de Champi, une créature mystérieuse qui habiterait le lac Champlain. Au fil des ans, plus de 300 observations du monstre ont été rapportées, dont une par le cartographe français Samuel de Champlain. Celui-ci aurait documenté un serpent de 20 pieds d'épaisseur, comme un tonneau, avec une tête comme un cheval. Plus récemment, les hypothèses modernes sur les monstres aquatiques de Montréal ont émergé. Selon les scientifiques, il est possible que des requins du Groenland remontent parfois à la rivière, peut-être jusqu'à Montréal et au-delà.
Alors que normalement les eaux de la rivière regorgent une variété de poissons, il arrive que des créatures plus grosses nagent en amont, comme les requins errants et les baleines. Discovery Canada a présenté St. Lawrence in Search of Canada's Rogue Shark pour examiner l'hypothèse, expliquant que bien que peu probable en raison de l'eau douce, il est tout à fait possible que ces grandes créatures marines puissent supporter de longs voyages à l'intérieur des terres. Un beluga errant s'est rendu dans le Vieux-Port de Montréal à l'automne 2012, ce qui donne foi à cette hypothèse. Les belugas, comme les requins du Groenland, vivent normalement dans les eaux salées autour de Tadoussac, à environ 500 km en amont, et bien au-delà dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Enfin, il y a eu cette observation faite par un surfeur dans les vagues derrière Habitat 67 il y a quelques années. Elle avait passé quelques heures sur l'eau en fin mai 2014 lorsqu'elle a aperçu quelque chose d'étrange qui semblait remonter les rapides à la nage. Elle l'a décrit comme ressemblant à un croisement entre un gros serpent et un poisson à nageoire, ajoutant « C'était quelque chose de sombre et visqueux, à peu près aussi long qu'un autobus, mais moins épais, qui se faufilait entre les rochers et les vagues dans les rapides de la Chine. J'avais jamais rien vu de tel auparavant, même dans l'océan. » Depuis les temps immémoriaux, où les terres étaient recouvertes d'une mer géante, jusqu'aux rivières, lacs et archipels actuels, toutes sortes de créatures ont sillonné les eaux de la région. Le fait que certaines de ces créatures soient des monstres marins légendaires, dont les histoires remontent à des milliers d'années, donne à réfléchir sur les dangers potentiels qui se cachent dans le fleuve, juste au large des côtes de l'île. Entrez dans les eaux à vos risques et périls. Voilà qui était notre petit tour d'horizon des monstres marins de Montréal et de la région. Si vous avez fait des rencontres avec ceux-ci ou connaissez un peu plus les mythes les entourant, je vous encourage fortement à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules, bien sûr. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas ce qui rôde à Montréal.